Bien, bonjour à toutes, à tous et aux autres. Bienvenue. On est très content avec le SAMSA de vous accueillir pour cette seconde interview dans le cadre du festival Livre à vous. Juste vous rappeler un petit peu le cadre, eh bien, ce sont les usagers, les bénéficiaires du service du SAMSA qui vont interviewer l'auteur d'aujourd'hui. La saison dernière, ils avaient rencontré Mariette Navarro et aujourd'hui, on a le plaisir et la joie de rencontrer Christian Astolfi pour le roman L'œil de la perdrix. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va donc poser nos différentes questions. Vous allez poser vos questions par rapport au roman ou au métier d'écrivain. Donc c'est Anita qui avait la première question, qui est une question tout à fait simple pour commencer. Bonjour. Donc la première question, c'est où habitez-vous ? Alors, très simplement, j'habite Marseille, mais je précise quand même que je suis né à Toulon, donc pas très loin de Marseille, mais aujourd'hui, j'habite Marseille depuis une douzaine d'années. Et c'est encore Anita qui enchaîne. Je n'ai pas les mots pour dire mon... Non, pas ta lecture. C'est après la lecture. Là, c'est la question sur la vocation. Oui, ben, Depuis combien de temps depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de suivre cette vocation ? D'écrire, oui. Hein Oui, celle-ci. Cette vocation-là. J'écris depuis une trentaine d'années à peu près. Je suis arrivé tardivement à l'écriture. Je ne suis pas un jeune auteur, hein, et j'ai publié mon premier roman en 2007. J'avais donc 49 ans. Donc c'est qui est tardif, hein, pour faire une carrière d'écrivain. Peut-être que les maisons d'édition ont besoin plus de jeunes premiers, un peu comme dans le milieu du cinéma, mais enfin, je ne l'étais pas, j'étais sur le tard. Parce que j'ai écrit tardivement, j'avais peut-être 35 ans, j'ai commencé à écrire. À écrire pour être lu, Oui. pas pour moi, pour être lu, avec une ambition peut-être démesurée à l'époque de publier. Voilà, donc ça remonte à peu près à cette époque-là, on est à peu près au milieu des années 1990. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faisiez avant d'écrire ? Avant d'écrire, je devais penser, lire, peut-être, voilà. Mais de toute façon, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Je sais même pas si c'est un métier d'ailleurs. Je me suis jamais totalement consacré à l'écriture, sauf depuis quelques années, où j'ai une position privilégiée qui s'appelle retraité. Visiblement, j'ai mené pas mal de combats avec beaucoup de camarades, mais on a encore un travail à faire de ce point de vue-là, donc je n'en dirai pas plus. Oui, j'ai exercé différents métiers. Alors, il se trouve qu'on les connaît et que ça les intéressait beaucoup. Donc, Pascal va vous poser une question justement sur les différents métiers que vous avez exercés avant d'écrire. Pascal. Oui, j'aimerais savoir comment on passe de ouvrier dans les chantiers navals à CPE. Alors, oui. Dans un lycée ou Oui, un collège. oui. Comment on passe ? On passe en prenant conscience que on est dans un endroit. Moi, je suis arrivé dans le milieu ouvrier par reproduction sociale. Mes parents étaient issus de la classe ouvrière, mes grands-parents aussi. J'avais des oncles. Je suis à Toulon à l'époque. Il y a l'Arsenal maritime qui est le premier employeur de la ville. Et tout naturellement, je reproduis, à l'image de ce que raconte Bourdieu dans Les Héritiers, je reproduis socialement ce qui existait dans ma famille, parce qu'en plus, je n'aimais pas l'école. Franchement, j'y réussissais pas, je n'y travaillais pas, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, je détestais le système de notation, et donc je quitte l'école, et puis je fais un apprentissage, et je deviens ouvrier d'État. Voilà. Et puis après,
il se passe quelques années et je me dis, t'as quand même pas choisi. Tu t'es un peu enfermé. Et là, je prends conscience que peut-être, même si j'ai pas choisi les choses, je peux quand même les faire bouger. Voilà. Et donc à ce moment-là, je reprends des études. Voilà. Et donc je reprends des études, j'ai un chemin d'études qui m'amène vers l'ergonomie. L'ergonomie, c'est l'analyse du travail humain. Et je passe des cols bleus au col blanc, comme on dit. C'est-à-dire, j'avais un bleu de travail, et ensuite je mets un costume qui m'allait pas très bien. Moi, je déteste les nœuds de cravate, ça me sert trop. Et je me suis senti enfermé dans un monde de consultant d'entreprise que j'ai détesté. Et je suis revenu vers quelque chose qui me ressemble plus, qui est le milieu de l'éducation. Voilà. Et là, j'ai passé simplement un concours que j'ai réussi et je me suis retrouvé CPE et j'ai décidé de faire ce job à Marseille. Alors, on va enchaîner sur une question plus spécifique à l'écriture, et c'est Gérard qui va vous poser cette question. Gérard, tu crois que tu as besoin de micro? Je suis pas sûr, moi. Tiens-le un peu loin quand même. Hein. 1, 2, 2. Voilà. Bon, alors, ma question c'est... Sur l'inspiration. Ah voilà. L'inspiration vient-elle en dormant? Ouais, je ne sais pas si elle me vient en dormant, mais en tout cas, je me réveille la nuit quand j'écris. J'écris pas la nuit, mais je me réveille et j'y pense. D'accord. J'y pense. Je me dis, tiens, là, je pourrais faire bouger les personnages comme ça. Il y a telle scène qui m'intéresse ou tel souvenir qui rentrera en jeu. Il se trouve que quand le matin, je m'y remets, enfin, en général, je travaille que l'après-midi. Quand je m'y remets, j'essaie quelque chose qui, en général, ne fonctionne pas. Donc, ça ne m'aide pas tellement de penser en situation... Alors, pas de dormir, j'ai pas des rêves prémonitoires sur ce que je vais écrire, voilà. Et puis, je crois pas trop à l'inspiration, en fait. Je crois au travail, à la répétition, chaque jour, de se mettre à la table, de travailler la phrase, de la reprendre, et de là naît une autre phrase, et la phrase suivante, et de là naît la construction, la structure du roman, les personnages, ce qu'ils racontent, et ce qu'ils montrent, et comment en fait ils s'élaborent petit à petit. Donc moins inspiration que travail continu. Et du coup, alors c'est moi qui ai une question. La méthode de travail, est-ce qu'elle est, c'est une méthode que vous peaufinez au fur et à mesure des différents romans que vous écrivez, ou est-ce que chaque roman appelle une méthode différente pour vous? Ouais, la méthode, c'est à peu près toujours la même, hein. Si on peut appeler ça une méthode. J'ai une intention de départ, par exemple, prenons L'œil de la perdrix. L'œil de la perdrix, ce qui m'occupe en premier, c'est l'analphabétisme. Oui. Donc il y a une référence à quelqu'un qui fait partie de ma mémoire familiale. Et à partir de là, je commence à écrire autour de ça. 1 page, 2 pages. Je commence à tirer un fil. Et je m'aperçois que c'est pas suffisant, que je vais tourner en rond et je commence à construire un personnage, puis je le situe dans un lieu, puis je le situe dans un moment, donc une temporalité. Et là, ça m'ouvre vers le continu, la continuité de l'écriture et de la narration. Voilà, c'est un peu comme ça. J'ai pas de plan, a priori, j'ai juste une intention. Mais votre journée n'est pas organisée. Ma journée, de là alors. à là, j'écris de là à là. Non, ma journée est organisée autour d'un temps d'écriture. Oui. Donc moi, je suis ni de la nuit, ni du matin, je suis de l'après-midi. J'écris, je m'assois à la table 3 heures, où je me confronte à la phrase. Et à ce que j'ai commis la veille, je reprends parfois longtemps,
Et puis j'avance comme ça, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Et puis bien sûr, dans le courant de l'écriture, quand le manuscrit est avancé, je reviens parfois sur des choses que j'ai écrites parce qu'il faut les mettre en cohérence, parce qu'il y a une structure dans la narration, il faut que ça colle, que ça fonctionne. Il faut que si vous faites des annonces à un moment donné à la page 30 et que vous laissez le lecteur en chemin, vous puissiez les reprendre un peu plus tard pour lui donner une information supplémentaire ou pas. Voilà. Il y a des personnages qui sont plus construits que d'autres, il y en a qui sont plus ouverts. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Je laisse le lecteur et la lectrice s'en débrouiller. Et alors c'est dommage parce que c'est Cécile qui devait vous poser la question à laquelle vous venez de répondre. Ah, je suis trop long donc, peut-être. Non, mais elle est partie au moment où vous parliez de comment justement ce qui l'intéressait, c'est-à-dire Elle va revenir. elle est là, voilà. La structuration de votre imaginaire et de votre pensée dans l'écriture. Donc Cécile, il faudra que tu regardes la vidéo pour avoir la réponse. Mais elle peut me poser la question de sa place? Non, Non. je crois que... Non, elle ne veut pas. Oui. Pedro, tu avais une question, toi? Parce que les animateurs participent, évidemment. Pedro, tu avais une question sur le choix des prénoms. Oui, tout simplement, pourquoi ce choix de Rose et Farida comme prénom? D'accord. Alors Rose, comme ce roman est inspiré de ma grand-mère maternelle, elle s'appelait Rose-Marie. D'ailleurs, son mari, dans le roman, continue à l'appeler Rose-Marie. C'est noté au moins une fois, voire deux. Et Farida a choisi de l'appeler tout simplement Rose. Voilà. Ça renvoie pour elle à Blida, la vie des roses. Et Farida, c'est un choix... j'ai décidé, quand je cherchais un prénom d'origine maghrébine, berbère, j'ai trouvé que Farida, en fait, ça veut dire l'unique. Et donc, ça correspondait bien au personnage que je voulais créer. Voilà. Et du coup, Babette, toi, pour enchaîner sur cette histoire de prénom, Alors, comment avez-vous eu l'idée de mélanger deux cultures différentes? Deux cultures différentes. Pour moi, elles ne sont pas si différentes que ça. Hein. On est tous du bassin méditerranéen, quand on est algérien, tunisien, marocain, l'Espagne, l'Italie, la Corse, hein. Tout ça, c'est en écho. on peut juste recontextualiser peut-être s'il y a des gens qui n'ont pas lu le livre pour les deux personnages principaux, Oui. pas des deux femmes. Oui, Rose est d'origine corse. Elle est née en Corse, dans un petit village de Balagne, qui s'appelle Belgodère, qui est le village où est née ma mère, en fait, et mon grand-père maternel. Et puis, Farida, elle est née, alors, à l'époque, l'Algérie est française, donc elle est française musulmane d'Algérie, c'est comme ça qu'on l'est nommée. Mais donc, elle est algérienne. Voilà. Et elle, je la situe dans le nord du Sahara, à Gardaïa, qui est une ville qui est située 600 km au sud d'Alger, qui est, pour moi, à la porte du désert. Et c'est un endroit magnifique. Et donc, je la situe là parce que j'y suis allé. Je sais pas, j'ai traversé le désert en 1986, avant la guerre civile. Et c'est un endroit unique où je n'ai jamais pu retourner, mais qui me laisse toujours un souvenir ému. Et puis, quand j'y pense, je pars. Je pars dans mon esprit avec ça. Ouais. Il y a un livre important qui est de Jean-Marie Leclésio qui s'appelle Désert, que je vous conseille de lire. Et donc, pardon parce que je vous avais interrompu dans le début de la réponse, la confrontation de ces deux origines, de ces deux histoires. Alors la confrontation, oui, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce sont des femmes
qui sont dépendants de leur mari financièrement, qui sont des migrants, parce que même pour une Corse à l'époque, même si elle est française, et Farida l'est aussi, par le statut de 1947, bouger de son île, quitter son histoire, quitter un lieu auquel elle était attachée, même si elle n'y vivait pas de façon totale et où elle ne se réalisait pas, c'était un arrachement, comme pour tout migrant. Donc ce qu'elles ont en commun, pareil pour Farida qui s'arrache de sa ville de Gardaïa, c'est quelque chose de pas traumatisant, mais quelque chose qui lui fait espérer un avenir meilleur. Et ça, c'est pas gagné. Donc elles ont ça en commun. Ce qu'elles ont en commun aussi, c'est qu'elles maîtrisent ni l'écrit, ni la lecture du français. Mais ce qui les différencie, je pense, c'est qu'elles ne sont pas regardées par l'État français de la même façon. Elles ne sont pas accueillies de la même façon. Pour Farida, en arrivant dans un bidonville qui existait à Toulon dans les années 60, 50, 60, jusqu'au début des années 70, pour Farida, elle va vite s'apercevoir que c'est problématique et sur le plan de l'installation, et sur le plan de la vie, et sur le plan de la reconnaissance. Voilà, ce qui les différencie, c'est ça, par contre. Et alors, une question qui est revenue aussi beaucoup, c'est le fait que vous écriviez l'histoire, qui les intéresse beaucoup, le fait que vous soyez un homme écrivant l'histoire de deux femmes. Ouais. Et en plus, à la première personne. En plus. Ouais. Ah oui, en fait, c'est une question récurrente partout. Ah ben, elle est venue assez vite ce matin mais c'est normal. Dans la préparation. C'est normal. Aujourd'hui, plus qu'hier encore. C'est une question qu'on me pose aujourd'hui, plus qu'hier. Alors, moi, j'ai dit que je me suis autorisé parce que, comme je raconte, j'emprunte des éléments de vie à ma grand-mère maternelle, dont j'ai fait un personnage de fiction. Ensuite, c'était pas sa vie, en fait. Je me suis dit que je pouvais m'autoriser à rentrer dans sa peau. Voilà. Donc, c'est un choix. Je pense que tout auteur peut prendre la voie qu'il veut. Après, est-ce qu'il réussit? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est cohérent? Ça, c'est aux lecteurs et aux lectrices de le décider. Je crois que dans la manière que les participants avaient de poser la question, il y avait ça, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'admiration du fait que vous ayez réussi. Je crois que c'est ça qui voulait témoigner dans cette question. Eh ben, j'en suis heureux. Et est-ce que vous voulez représenter, c'est Cécile aussi qui était très curieuse de ça, est-ce que vous voulez représenter, vous seriez capable de les décrire presque au niveau de la photographie? Ouais, Rose, je la vois plutôt chétive. Pendant longtemps, elle est un peu éteinte, repliée. Elle s'habille plutôt de gris, voire de noir, parce qu'elle va porter un deuil. Donc on ne révélera pas, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Elle est plutôt repliée, elle a cet handicap qu'elle ne sait ni lire ni écrire, dont elle se protège, qu'elle cache. Elle se fait une... C'est pour ça qu'il y a l'histoire du scarabée, là, une carapace. Et donc je la vois plutôt comme ça, plutôt terne, jusqu'à la rencontre avec Farida. Farida, elle est lumineuse, je dis, elle vient du nord du Sahara. Il y a le soleil, il y a la lumière. C'est un endroit d'une beauté inouïe, là-bas. Et c'est un personnage qui m'a été inspiré finalement par un homme là-bas à qui je n'ai pas parlé, mais qui m'a dépanné dans le désert. Il m'a dépanné, il avait un chèche, je n'ai vu que ses yeux, la moitié de son visage, et quand j'ai voulu lui offrir quelque chose, il m'a fait un signe juste d'amitié, il est parti, parce qu'on était ensablés à cette époque, j'étais avec un ami. Et j'ai pensé à lui, et je me suis dit, il y a quelqu'un qui doit venir de là pour rencontrer Rose.
mais j'avais besoin d'une femme. Donc, c'est quelqu'un qui a un maquillage soigné, qui s'habille avec de la couleur, qui arrive ouverte et qui est confrontée finalement au racisme ordinaire qu'elle va croiser, qui se retrouve dans un bidonville, mais qui reste elle-même. Et dans ma tête, il y avait qu'elle qui pouvait tendre la main à Rose et pas l'inverse. Oui, et d'ailleurs, le chapitre de leur rencontre est particulièrement émouvant, enfin, particulièrement retrace très bien ce que vous venez de dire. Ça tombe bien parce que c'est vous qui avez écrit. Alors, il faut savoir, alors c'est Brigitte qui va vous poser la question suivante. Il faut savoir que Brigitte a un rapport à la musique extrêmement fort. C'est quelque chose qui la touche beaucoup et la danse aussi. Donc, de fait, Brigitte. Est-ce que vous avez écouté la musique en écrivant, et si oui, laquelle? Alors, j'écoute pas de la musique en écrivant, j'ai besoin de silence. Le moindre bruit me dérange. Donc je m'enferme dans ma chambre. Mais par contre, je vis avec la musique, oui. Moi, je suis amateur de jazz, mais aussi d'opéra. Dans le précédent roman, il y a du jazz et de l'opéra. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé l'histoire de Django Reinhardt, parce que à la fois Django Reinhardt, c'est quelqu'un qui s'est construit de façon intuitive et qui était analphabète, qui connaissait pas le solfège, la musique, et qui est devenu, il était génial, c'est tout. Il est devenu l'artiste qu'on connaît. Et il a fait un tout petit passage à Toulon, ça c'est vrai, au début des années 30, où il n'est pas connu avec son frère. Il vit dans le quartier du Morillon, c'est un quartier au bord de la mer, à Toulon, pour ceux qui connaissent. Et j'ai imaginé que Rose le croisait sans le rencontrer vraiment, l'entendait jouer. Et avec son swing particulier, sa façon très, très à lui de gratter les cordes. Et donc j'ai imaginé ça. Oui, mais la musique fait partie de mon univers. Je ne suis pas musicien, mais je suis admirateur des musiciens. Admirateur. Gérard, j'arrive. Alors Gérard, vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter avec vous après. Gérard est aussi auteur. Donc il avait une question sur une particularité de la démarche. Bah oui. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l'exercice? Genre syndrome de la page blanche ou... Ben oui, des difficultés. C'est un exercice difficile d'écrire. Ouais, je vais pas dire qu'on souffre, hein. Bon, on va être plus humble. Mais oui, c'est un exercice difficile. Il y a des jours où j'ai l'impression de ne rien produire. C'est-à-dire, en gros, je suis resté 3 heures sur la page, j'ai produit 5 lignes, et je sais qu'elles ne sont pas bonnes, que je vais y revenir. Donc, les difficultés, c'est en permanence. Donc, j'y pense. J'y pense en me lavant, j'y pense en faisant du vélo, j'y pense en vidant le lave-vaisselle, j'y pense en... Vous voyez ce que je veux dire? En cuisinant. Je fais des trucs comme ça. Et c'est bien, d'ailleurs. Et donc, j'y pense constamment. Et je me dis, on a parlé de la nuit, je me réveille la nuit, j'y pense. Et oui, j'ai constamment des difficultés. Et c'est un chemin qu'il faut forcer pour l'ouvrir. Je cherche la lumière. Je cherche à sortir d'un tunnel où je suis engagé. Et voilà. Et il m'arrive d'abandonner. Il m'est arrivé d'abandonner des manuscrits en chemin. C'est pour ça que, par exemple, je suis en train d'écrire actuellement. Je dis à mon éditeur, oui, peut-être, je te donnerai un manuscrit, mais peut-être pas, en fait, je vais lui donner. Mais parce que je peux abandonner des manuscrits. Je l'ai déjà fait. J'ai eu une aventure chez Flammarion où j'ai carrément abandonné le manuscrit. Alors moi, j'écris des choses qui sont assez courtes. J'écris pas des manuscrits de 750 pages. Ouais, comme Et Tolkien. Comment? Comme Tolkien. Comme Tolkien ou comme le dernier Goncourt. Donc, je suis admiratif. Et donc,
mais il m'est arrivé d'avoir 150 pages et de les laisser tomber. C'est rare, hein, et c'est une frustration immense. Et dans le cas d'un non-abandon, vous diriez que c'est le travail qui vous permet de sortir du tunnel, ou Oui. c'est tout d'un coup une étincelle Non, ou les deux? C'est le travail qui permet d'ouvrir petit à petit la voie. Le travail. Et il y a des choses qui arrivent à un moment donné. Un jour, vous n'arriviez pas à cerner un personnage, vous ne saviez pas quoi en faire. Vous aviez l'impression que vous êtes dans une voie sans issue. Et puis, je ne sais pas, quelque chose se passe qui ouvre. Et ça, c'est la magie de l'écriture, ça ne s'explique pas. Oui. Il faudrait peut-être que je passe par pas une psychothérapie, parce qu'il n'y a pas de thérapie, mais quelqu'un qui me fasse accoucher du processus. Mais ça prendrait très 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 longtemps. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas, en fait. À la limite, peut-être ne pas savoir, c'est mieux. Ça, on Peut-être. reste dans le mystère. Est-ce que ça te parle, Gérard, toi, Oui, oui. quand tu rencontres des difficultés? Bah tout à fait. Hein. J'ai connu ça. Hein. Même à l'époque où j'écrivais vraiment pour le cadre familial, parce que c'est vraiment très tardivement que je me suis mis à éditer. Hein. Mais j'écris depuis que je suis adolescent. Hein. Lorsque j'étais à l'école, l'écriture, ça me passionnait. Hein. Le français, c'est la seule matière que j'ai réussi à maintenir après mon échec scolaire. Donc, j'écrivais, je faisais des BD, je remplissais les bulles. Ça m'a maintenu mon français. Et j'aurais une dernière question. Vas-y. Avez-vous effectué quelques travaux de recherche pour être plus en adéquation avec ce que vous écrivez? Ah oui, pour la lutte de la perdrix, j'ai documenté. Effectivement, la guerre d'Algérie, c'est pas quelque chose que je maîtrisais. Autour de moi, j'ai mon père qui a fait son service militaire en Algérie, mais pas pendant la guerre d'Algérie, il était plus âgé. Et donc, quand on en arrive à ce contexte où on est à la fin des années 50, où on met en scène deux femmes, dont une qui est française musulmane d'Algérie, je regarde autour de moi et je me dis, il faut que je le contextualise. Et il n'y avait que la guerre d'Algérie pour ça. Simplement, je voulais des événements rattachés à la guerre d'Algérie, mais qui se passaient sur le territoire métropolitain. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler par exemple du 17 octobre 61, qui est important, que l'État français a nié pendant longtemps. Je m'intéresse beaucoup à ce qui fait nation et ce qu'on a passé sous silence. Hein. Voilà. Et donc pour ça, il faut faire des recherches. Parce que dans un roman, le romancier, à la différence de l'historien, il a droit à tout. Moi, j'ai droit à tordre la réalité. J'ai droit à composer un personnage à ma façon. Mais par contre, quand on parle d'un événement précis, il faut être un peu plus exact. Là. Pas plus, il faut être exact. Et donc là, vous avez besoin de documenter. Et alors, ça tombe très bien dans vos documentations. Vous allez peut-être pouvoir apporter, si ce n'est un éclairage, mais en tout cas un appui. Patrick, lui, n'a pas une question, mais il a un témoignage, parce qu'il est touché très personnellement par la guerre d'Algérie. Donc, est-ce que, Patrick, tu veux raconter cette partie de ton histoire? Si je te donne le micro. C'est mieux que vous le dites. C'est mieux si c'est moi qui le dis? Non, mais on va le dire tous les deux. Donc, Patrick, toi, tes parents étaient d'origine Algérienne. algérienne, hein, papier noir, on est d'accord? Oui. Et donc, ils ont dû fuir l'Algérie. Oui. Oui. Et vous étiez 8 frères et sœurs. Oui. Vous étiez 8 frères et sœurs. Et vous avez été séparés en arrivant en France, à Grenoble. Vous avez tous été placés à la DAS. Et tu n'as plus vu tes parents. Non, jamais. Et tu n'as plus vu tes frères et sœurs, sauf 3 que tu as retrouvés. Oui, les autres non. Et donc la question de Patrick, c'était de savoir si dans vos recherches, vous aviez lu des histoires similaires à la sienne,
c'est-à-dire des familles éclatées complètement dans le retour d'Algérie, et en plus avec la particularité que c'est une famille algérienne. Oui. Donc vous êtes né en Algérie. D'accord. Et ça s'est passé après l'indépendance? Ouais, je savais pas bien parce que. La date, tu te rappelles? Non? Tu sais pas Dans quand les- t'es arrivé dans- en France? Au Non. milieu des années 60? Ou avant? Ou avant? Je sais pas. Ah, il sait pas. Mais j'ai monsieur. D'accord. J'ai dit là. En fait, je me suis... J'ai pas nourri le livre d'histoires qui se sont passées en Algérie. D'ailleurs, dans les scènes, à part quelques scènes à Gardaïa que j'ai imaginées, il se passe à peu près rien d'autre sur le territoire algérien. Et j'ai plus nourri l'histoire de ce que je connaissais de ma famille, c'est-à-dire l'origine corse et de mon existence à Toulon. Mais j'imagine que dans cette période-là, il y a eu un peu de tout, c'est-à-dire avant l'indépendance, des gens qui bougeaient d'un territoire à l'autre. Après l'indépendance, il y a ceux qui sont repartis en Algérie, les Algériens qui sont repartis en Algérie, ceux qui sont restés. Et ceux qui ont fait les fils, puis les petits-fils des gens qu'on a retrouvés dans les cités, et qui expliquent certains comportements aujourd'hui pour ceux qui ne les comprendraient pas. Il faut juste qu'ils regardent en arrière. Et puis j'ai imaginé aussi que quand on rentrait en Algérie, la vie devait pas être simple. Même si je laisse Farida en chemin, voilà, je laisse là aussi le lecteur s'en débrouiller. Mais je pense aussi qu'il y a eu plein de familles déchirées, d'une certaine façon. Et à Toulon, par exemple, les familles pieds noirs qui sont arrivées, la population de Toulon était de 170 000 à peu près à l'époque. Et il en est arrivé à peu près 17 000. Donc 10% de la population est arrivée français d'Algérie. Voilà. Et ça n'a pas été simple non plus pour eux, l'intégration. De quitter un territoire qu'ils avaient aimé, parce qu'il n'y a pas eu que des grands propriétaires terriens. Il n'y a pas eu que ce que décrit Mathieu Bellesi, si vous lisez ses livres, qui sont importants, à mon avis, sur la colonisation. Et moi, j'ai des amis pieds noirs qui se sont arrachés là, à la terre, comme ça. C'est difficile d'en discuter, d'ailleurs, parce qu'ils ont, pendant longtemps, ils n'ont pas admis l'indépendance, qui était inéluctable, selon moi, et importante qu'elle existe. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a eu des familles complètement déchirées. Pourquoi vos parents sont restés là-bas et vous n'avez jamais pu les revoir? J'ai jamais su. Vous n'avez jamais su. Ouais. Et vos frères non plus? Non. D'accord. Il y a une grosse question, et du coup il a été touché forcément par des aspects du livre là-dessus qui l'ont ramené à cette question-là. Bien sûr. Et Et il reste j'imagine, sans réponse. j'imagine, voilà, rester sans réponse, Il reste sans réponse. c'est assez terrible d'ailleurs. Donc quand il a l'occasion, enfin, il Ouais. se dit peut-être, on va me dire une information ou quelque chose, mais le fait de savoir que Non. c'est une histoire qui peut se répéter, déjà ça apporte une toute petite lumière. Hein? Et alors, on va enchaîner sur quelque chose de plus léger. Alors, pour pouvoir vous poser la question suivante, il faut d'abord savoir si c'est vous qui avez choisi la couverture du livre. Alors, la couverture, en fait, c'est l'éditeur. La symbolique, là, c'est une symbolique qui est reproduite par Le Bruit du Monde sur tous les... Ouais, c'était ça? Oui, c'est la question de Ouais, Pascal. alors, voilà, ouais. Tiens à poser sa question. Bien sûr. Excusez-moi. Alors, la photo du livre me fait penser à un prisme tel l'œil de la perdrix au travers duquel on verrait un paquebot. Est-ce volontaire? Et cela représenterait-il la libération de ces deux femmes?
quelque part. Alors, donc, vous voulez dire l'illustration qui est dans les 3 demi-sphères. L'illustration. Alors oui, il y a un paquebot. Ça a été travaillé par un graphiste qui s'appelle Laurent Duvaux, qui est à Paris, qui est un graphiste de presse assez connu. Et en fait, comment ça se passe? Le graphiste fait plusieurs propositions. Ça circule entre l'éditeur. L'éditeur n'est pas tenu à ce que l'auteur, pas qu'émette son avis, mais même décide. Nous, on ne décide pas de la couverture en tant qu'auteur. Mais on nous fait passer un projet et je donne mon avis. Et donc ça a évolué au départ. Rose était mise en avant, mais en même temps, Farida était à peine dessinée. Ça paraissait pas une personne assez réelle pour moi. Donc j'ai influencé pour que des détails apparaissent, pour qu'on ait pas simplement l'image d'une femme maghrébine, et puis c'est tout. Or, c'est des personnes réelles, avec des identités, des vies, des sentiments, des ressentiments aussi, des envies, de l'amour, de la haine, enfin tout, comme chacun d'entre nous. Et donc, je n'avais pas envie que ça voie cette figure symbolique. Vous savez, le racisme ordinaire, ils sont tous habillés pareil, ils se ressemblent tous. Je déteste ça. Donc, partant de là, j'avais besoin que ça soit noté de cette façon. Puis le paquebot, ça c'est parce qu'ils arrivent et ils partent. Et puis la chaîne en rupture, sans doute que ça renvoie qu'à un moment donné, elles vont peut-être se séparer. Voilà. C'est ça. Et donc ça a été travaillé comme ça. Merci. Tu préférerais, si tu écrivais, choisir ta couverture, toi? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Avec du rouge comme sur ce livre. Ah, avec du rouge. Tu aimes le rouge peut-être, Pascal? C'est une couleur que tu apprécies? Je ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas. Ah, c'est Alors, une belle couleur. c'est une magnifique couleur. Est-ce que tu avais une autre question, Pascal, sur le rapport à l'illettrisme, justement? Oui, par rapport à l'illettrisme, je voulais savoir quel était votre objectif en évoquant l'apprentissage de la lecture par vos 2 protagonistes dans le roman. L'objectif, enfin, c'est tout simplement de montrer que maîtriser une langue, c'est avoir du pouvoir sur sa vie. Tout simplement. Vous prenez quelqu'un qui ne lit pas ou qui n'écrit pas, elle est mise au banc quelque part de la société, elle est hors du monde. Donc, quand elle va maîtriser la lecture et l'écriture, qu'elle va lire des livres, qu'elle va s'engager, là en l'occurrence politiquement, elle va reprendre du pouvoir sur elle-même, sur sa vie, mais pas sur les autres. L'idée de cette éducation qu'elle reçoit, c'est de sortir de l'oppression sans devenir un jour oppresseur. Moi, c'est l'idée de l'éducation que j'ai. Ce qui vous fait devenir dominant, c'est pas bon. Et moi, j'ai une recommandation tout à fait personnelle, mais si un jour vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, vous prenez L'œil de la perdrix, le chapitre où elle se rend compte qu'elle sait lire. Je ne spoil pas parce que vous avez dit qu'elle maîtrisait la lecture. Il y a un chapitre où elle se rend compte qu'elle sait lire. Vous le lisez pour vous-même ou à voix haute. Je vous assure, derrière votre journée, elle prend une toute autre couleur. Voilà. Petite recommandation comme ça de médicaments. Alors, on a une question encore de Brigitte. Sur quel support écrivez-vous? Ordinateur. Ordinateur, mais j'imprime ce que j'ai écrit au bout de mes 3 heures, là. Alors, si c'est 2 lignes, je crois que je n'ai pas besoin de les imprimer. Et puis, ensuite, je corrige à la main derrière. Je laisse reposer. Vous voyez? Je laisse reposer. Et puis, je goûte, en fait. Ensuite, je corrige à la main derrière.
puis je reporte les corrections, je réimprime, je retravaille derrière, je reporte, et puis je vais un peu plus loin chaque fois. Bon, et ensuite, quand je suis à la fin, j'ai donc pas un manuscrit de premier jet, c'est peut-être la 10e, la 15e ou la 20e version. Et à ce moment-là, je fais une relecture complète où je corrige encore. Puis je fais lire à quelqu'un qui me le triture un peu, qui est très proche de moi, et qui me pose des questions, des choses comme ça. Et puis enfin, ça part chez l'éditeur qui, lui, va aussi me poser des questions, me faire des commentaires pour retravailler, pas tout, mais quelques passages. Ouais. Il y a beaucoup de différences entre, différence entre le moment où vous décidez que vous pouvez le donner à lire à quelqu'un et le moment où c'est fini. Ou c'est des cosmétiques. Enfin, Ouais, oui, alors c'est plus ou moins, par exemple, dans L'œil de la perdrix, j'ai expliqué déjà, je crois que c'est hier, que bon, il y a des chapitres qui avaient été déplacés parce que chronologiquement, ça donnait plus de corps à la structure du récit. Donc j'avais fait remonter certains chapitres sur la Corse, par exemple, plus en amont dans l'histoire. Voilà. Mais ça, c'est des conseils qui sont donnés par l'éditeur, qui procèdent par touche, comme beaucoup d'éditeurs. Ils vous font des commentaires, ils vous posent des questions. Ils ne sont pas intrusifs, mais ils sont là, ils pèsent sur le texte. Ouais. Très bien. Alors là, on arrive à la fin de la première partie de l'interview, qui est les questions qui étaient préparées. Est-ce que par hasard, les informations qui ont été données font que vous avez une question qui vous est venue entre-temps? Non. Non, très bien. Alors, oui, Anita, je comptais sur Anita, je dois vous dire, à vrai dire. Je voudrais savoir, donc du coup, est-ce que vous avez voyagé dans beaucoup de pays dans le monde pour présenter vos livres? Eh bien non, à part en Belgique. Non, je ne suis pas allé très loin. Il faut dire que De notre monde emporté, le livre précédent n'a pas été traduit. Bon, il est sorti en poche, livre audio, enfin tout ça. Mais par contre, là, je risque de bouger puisque L'œil de la perdrix sort en langue italienne en 2026. Ah bah, Anita vous accompagnera, elle voyage beaucoup, Anita. Voilà. C'est pour ça qu'elle vous pose une question sur le voyage. Voilà. Alors, avec une couverture que j'aime moyennement, bon. Pascal qui ira corriger la couverture, Voilà. et tout se recoupe. Voilà. Mais là non plus, je décide pas. À partir du moment où les droits ont été cédés, et puis ils m'ont changé le titre, les Italiens. Oh. Ah ben c'est assez courant, hein. C'est-à-dire ils considèrent que le titre traduit en italien, ça va pas coller avec l'esprit de la maison d'édition, avec le public, le lectorat italien. Alors ça donne, traduit en français, ça donne femme de sable et de mer. Ce qui me plaît pas. Pas trop. Trop. Et je crois que ça ne nous plaît pas non plus. Voilà. Alors, bon, ils vont s'en débrouiller, hein. Ce sera vendu en italien. Je ne sais pas si vous lisez l'italien, moi pas. Je connais un peu, parce que tant d'origine corse, mais voilà. Disons que ça nous emmène ailleurs au niveau de l'imaginaire, femme de sable et de mer. J'ai émis une désapprobation, mais Oui. on m'a fait comprendre que, bon... Que ce serait ça, puis c'est tout. Ouais, Voilà. que bon, on m'a fait tout un laïus, elle m'a écrit, l'éditrice italienne, je dis bon, écoutez. D'accord. Allez, je lâche. On a encore un peu de temps, peut-être qu'il y a une question dans le public. Non, pas de question. Très bien. Eh bien, alors, on va maintenant vous faire partager les écrits qui ont été produits par les usagers,
les bénéficiaires, lors d'un atelier d'écriture autour du roman de Christian Astolfi qui était mené par Dominique Osmond. Et Dominique, si tu peux juste en quelques mots redire le contexte de l'atelier avant que je leur donne la parole. Oui, dans cet atelier d'écriture, il s'est passé plein de choses. On a écouté du Django Reinhardt déjà. Et on est parti dans l'histoire de Rose. Et on a lu la page où elle se souvient. Parce que se souvenir, c'est une manière de s'ancrer avec un E, d'aller chercher au fond de soi ce qui nous a constitués. Et après, deuxième consigne, on est allé auprès de Pierre, ce prêtre ouvrier qui défend l'écriture comme outil et pouvoir d'émancipation, comme permettant de penser par soi-même, et comme voilà, donc un outil très important. Et lui, il défend le vécu. Donc du vécu, on en a tous. Et puis c'est ce que, voilà, vous allez écouter. Très bien. Alors vous allez entendre à chaque fois, dans un premier temps, le premier exercice sur j'ai les mots pour dire quelque chose, et ensuite le je me souviens. Et c'est Brigitte qui va commencer. J'ai pas les mots pour dire mon bonheur de boire une menthe bien fraîche. Non, c'est toi, mais plus près de la bouche. Redis ton bonheur de la menthe bien fraîche. Ah, j'ai pas les mots pour dire mon bonheur de boire une menthe bien fraîche. Continue. J'ai pas les mots pour parler de ce qui me met en colère, les gens méchants. J'ai pas les mots pour dire combien un arc-en-ciel après la pluie m'émerveille. J'ai pas les mots pour parler de ma peur de l'orage quand il gronde fort. Et maintenant, je me souviens. Je me souviens de l'inauguration de la maison d'enfants, le foyer à Méaudre. Je me souviens du changement de président, des élections après la mort du président Pompidou. Je me souviens du son de la cloche du pensionnat Saint-Joseph tenu par les sœurs à Charavine. Merci. Voilà. Merci Brigitte. C'est Anita qui va enchaîner. Anita, tu commences par les... J'ai pas les mots. Tu veux bien? Je n'ai pas les mots pour dire mon bonheur quand je vais à la bibliothèque. Je n'ai pas les mots pour... Attends, redis-le. Je pensais entendre un ah. Je pensais quand même entendre Redis-le. Je n'ai pas les mots pour dire mon bonheur quand je vais à la bibliothèque. Merci. Je n'ai pas les mots pour dire combien je suis en colère lorsque je suis face à des situations totalement injustes et stupides. Je n'ai pas les mots pour exprimer combien je suis émerveillée lorsque je présente quelque chose de nouveau comme une nouvelle... Lorsque je découvre quelque chose de nouveau comme une nouvelle ville ou un nouveau pays. Je n'ai pas les mots pour dire ma peur lorsque je sors dans l'inconnu. Et pourtant, tu y vas dans l'inconnu. Je me souviens, lorsque l'association Alpi a fêté ses 20 ans au centre des congrès WTC à Grenoble en octobre 2023. Je me souviens lorsque je mangeais les légumes cramés cuisinés par mon père lorsque j'étais petite. Je me souviens lorsque j'avais été à un concert de John Baez avec mes parents et que après j'avais été dans sa loge pour la rencontrer, puis nous avions mangé du fromage ensemble. Voilà. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais on pourrait faire toute la liste des gens qu'Anita a rencontrés, mais ce serait l'objet d'une autre rencontre. Et je me souviens lorsque j'entendais les hiboux chanter au petit matin lorsque je me réveillais dans mon lit. Bravo. On va enchaîner avec Gérard. Et Gérard qui a donc bien le travail d'auteur, puisque entre-temps, entre le moment où il a fait l'exercice et aujourd'hui, il a corrigé encore mes phrases. Obligé. Alors, moi c'était tu as les mots.
Alors, tu as les mots pour décrire la plénitude de goûter un repas fait avec des produits frais. Voilà. Alors, tu as les mots pour décrire le coucher du soleil que tu as pu admirer depuis ta fenêtre pendant que tu travaillais sur ton roman. Tu as les mots pour décrire la crainte de te blesser gravement. Tu as les mots pour exprimer à quel point ça te gonfle de devoir rattraper les erreurs des autres à l'atelier. Enchaîne avec je me souviens. Alors, je me souviens de mon attitude intérieurement ravie d'avoir trouvé un travail qui me plaît. Je me souviens de ma posture à la fois défensive et curieuse que j'ai ressentie intérieurement quand j'ai rencontré Laura Vaisseau à la sortie d'une manifestation Livre à vous. Merci Gérard. On va enchaîner avec Elisabeth, qui ne veut pas être filmée, mais qui veut bien être entendue. J'ai pas les mots pour décrire la colère que je ressens vis-à-vis de mon handicap depuis 6 ans. J'ai pas les mots pour dire à quel point j'étais heureuse avec mon chéri. J'ai pas les mots pour vous dire comme la nature est belle lorsqu'elle n'est pas détruite par l'homme. J'ai pas les mots pour parler de ma peur de l'au-delà entre le paradis et l'enfer. Je me souviens de la cloche de la pension que les sœurs faisaient sonner pour nous signaler que le repas était servi. Je me souviens de mon premier plâtre au poignet car j'avais fait une fracture au ski. J'avais dû redescendre la piste avec un seul bâton. Et on va terminer avec Patrick. De quoi? Oui, c'est moi. Attends, je vais le lire pour toi, mais je vais me mettre à côté de toi, comme ça on aura l'impression que c'est toi qui lis. J'ai pas les mots pour dire ma colère quand les personnes ne respectent pas le handicap des gens handicapés. J'ai pas les mots pour dire mon émerveillement quand j'entends le chant des oiseaux et que je vois des biches en forêt. J'ai pas les mots pour dire ma peur de la fête d'Halloween que je déteste, point d'exclamation. Il y a des choses dans le livre sur la vie de Rose qui m'ont touché, dans mon cœur, j'en ai perdu mes mots. Je me souviens quand on faisait cuire le cochon et que l'on invitait tout le quartier pour manger et partager tous ensemble. Je me souviens quand j'étais dans les bois avec personne pour m'embêter. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci pour ce roman qui a aussi permis de discuter avec tous ces gens et de préparer cette interview. Ouais, merci, c'est très émouvant ce qui vient de se passer là. Ouais. Mais vous les avez les mots. Hein. Ils sont en vous. Ils sont en vous. Ouais, continuez. Merci infiniment. Merci. Merci.